Bonjour à tous et bienvenue de nouveau à la convention exceptionnelle de la SFEN 2020 sur le thème face à la crise de la Covid-19, s'adapter, évoluer. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir pour le module 9 de la convention qui s'intitule Innovation Covid, les compétences à distance. Donc depuis le début de la semaine, nous avons parlé résilience avec la vue des exploitants français et étrangers. Nous avons parlé résilience du système électrique. Nous avons parlé robustesse de la supply chain et nous avons parlé mardi soir d'innovation avec en particulier comment nous avions fait des inspections à distance pendant la crise et qu'est-ce que nous avions appris de ces inspections à distance. Donc ce soir, nous allons parler d'un autre sujet extrêmement important, les compétences à distance. Qu'est-ce qu'on fait quand les experts ne peuvent pas se déplacer? Qu'est-ce qu'on a mis en œuvre? Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants ce soir. Donc, Guillaume Ponce, qui est expert chez Framatome, qui est d'ailleurs, Guillaume, tu pourras nous dire qu'est-ce que c'est qu'un expert chez Framatome. Sophie Crétal, qui est directrice de l'école du management d'Orano. Et enfin, Thierry Grand-Georges, qui est directeur technique de Réel. Donc, on va avoir un panel de situations assez différents, puisqu'on va parler d'un cas technique précis d'intervention sur site avec Guillaume. Avec Sophie, on va parler challenge du management en période Covid. Et enfin, avec Thierry, on va aussi parler d'une autre industrie, puisque Réel intervient non seulement en nucléaire, mais aussi dans l'aéronautique. Alors, je vous rappelle que nous attendons avec impatience vos questions, que pour poser des questions, c'est l'onglet en haut à droite de votre écran qui s'appelle QR, que non seulement vous devez poser des questions pour la discussion qui aura lieu après les trois présentations, mais aussi voter pour les questions des autres, parce que c'est les questions qui auront le plus de votes qui seront posées en premier. Donc, je vous encourage vraiment à nous poser des questions, parce que c'est très stimulant pour nous et pour les intervenants de voir les questions que vous vous posez et que vous nous posez. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous d'être là. Et je passe la parole à Guillaume, qui va donc nous parler d'un cas qui a été géré par Framatome pendant la période du Covid. Alors, merci Valérie. Qu'est-ce que c'est qu'un expert chez Framatome? C'est une personne qu'on appelle le 16 mars et on lui dit qu'il faut mettre en place un système d'expertise à distance le 24 mars. Voilà, si je dois Une résumer, bonne définition, ouais. Voilà, si je dois résumer ma première semaine de confinement, ça a été un petit peu ça. Non, plus sérieusement, donc aujourd'hui on vous présente un chantier qui a duré un peu plus d'un mois sur une centrale française, la centrale de Paluel 2, et avec la particularité d'une prestation qui avait été confiée à Framatome et un partenaire américain de nettoyer des assemblages combustibles. C'est un élément important parce que le 16 mars, le gouvernement américain a demandé à ce que ses habitants puissent rentrer aux États-Unis et que on a dû pallier à ce défaut-là de ne pas avoir d'experts en France, mais de travailler avec eux à distance depuis la Virginie. Alors, justement, le sujet, un petit peu le teasing que j'ai un peu commencé, c'était un sujet technique complexe qui faisait intervenir plusieurs partenaires dans un complexe de pandémie. En fait, quand la pandémie est arrivée et quand l'ordre du gouvernement français de commencer à s'isoler est arrivé, on était en train de mettre en place tout un tas de matériel dans le bâtiment combustible de Paluel. La consigne qui nous avait été donnée par notre donneur d'ordre, c'est que on ne pouvait pas échouer. Et avec tout ça, dans les premières semaines du confinement, il a fallu adapter, évoluer pour délivrer le service qui nous avait été commandé. Le sujet technique, j'en parlerai assez peu. J'appartiens au service nucléaire, mais moi je suis plutôt spécialiste sur la partie innovation digitale que le sujet technique en particulier. C'était la découverte de CRUD sur des assemblages combustibles sur la centrale de Paluel 2. Et donc c'est Framatome, donc c'est nous au service nucléaire avec un sous-traitant américain qui avait obtenu le contrat d'inspection et de nettoyage. Et comme je le disais, le 16 mars, notre partenaire américain a dû traverser l'Atlantique et rentrer chez lui. Il a fallu qu'on trouve une solution pour qu'on soit en capacité d'assurer le nettoyage des assemblages combustibles.
Ça pose plusieurs problématiques. Un, la distance, hein, entre la Normandie et la Virginie, il y a 6000 km de mémoire, 6 heures de décalage. Et il a fallu qu'on s'adapte et dans le BK de Paluel et chez nos partenaires américains qui étaient aussi confinés chez eux pour être en capacité de délivrer le service. Pourquoi? C'est que c'est un sujet nouveau sur le parc français, un sujet nouveau pour les équipes françaises de Framatome, et on n'avait pas de compétences dans nos propres unités service pour être en capacité de déployer et le matériel américain et le procédé. Donc il a fallu qu'on se forme, qu'on soit assisté à distance pour installer le matériel et surtout qu'on puisse exploiter le procédé pendant 4 semaines. Voilà. Et tout s'est fait en visioconférence à distance. Donc sur la partie gauche, vous avez la maison d'un des experts procédés américains sur lequel il y avait tout un tas d'écrans qui permettaient de suivre depuis son domicile les procédés de nettoyage, des vues d'assemblage sous eau, de la visioconférence, parce que la communication, c'était aussi assez important avec la barrière de la langue. Hein. On sait que les systèmes de visioconférence fonctionnent, mais on a des fois des problématiques de réseau. Donc, on avait besoin de se voir et besoin de communiquer pour bien se comprendre. Et puis, d'autres écrans qui permettaient de suivre un petit peu les cahiers de quart sur chaque poste. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est des solutions qu'on expérimente dans le cadre de la R&D de Framatome depuis 2016 maintenant. Et des logiciels aussi, des suites logicielles Microsoft, Teams pour pas le citer, en liaison aussi avec le programme de réalité mixte qu'on pilote depuis quelques années. Donc c'est ni plus ni moins que des technologies qu'on utilise et qu'on sécurise nous-mêmes dans le cadre de nos projets R&D qu'on a mis en œuvre sur l'installation. Les enjeux, c'est qu'on était sur le chemin critique de la reprise de production de la centrale de Paluel 2. Et pour nous, c'est un vrai cas pré-industriel parce que c'est pas une expérimentation qui a duré une journée. C'est que ce système-là a été mis en œuvre pendant 4 semaines, 20 heures par jour, sans bug. Voilà. Enfin, on sait que les premières semaines du confinement, il y a beaucoup d'industriels qui ont dû faire face à des problématiques de VPN, de surcharge réseau. On a eu cette chance-là que le réseau de Paluel était assez peu chargé, et les États-Unis pareil, et on a pu délivrer que ce soit de la vidéo sous eau en HD et en service pendant 4 semaines de façon ininterrompue. Donc pour ça, on s'est appuyé sur de la visioconférence, je l'ai dit, pour faire de la formation dans un premier temps de nos équipes, superviser toute l'installation du matériel, où là ça pose des soucis de mobilité parce qu'il faut qu'on arrive à voir exactement où on met en place le matériel, sa mise en œuvre, mise en service et la mise en œuvre. Et après, c'est un petit sujet que vous verrez dans la vidéo que je passerai après, c'est que tout le monde part d'aujourd'hui du risque FME. Hein. Donc on travaillait en bord de piscine. En cours de procédé, on disait qu'on a dû évoluer, on a dû déployer des lunettes de réalité mixte pour justement pallier à ce risque-là. Un vrai travail d'équipe, c'est pas juste un slide pour remercier tout le monde parce que ça s'est bien passé. C'est que aujourd'hui, si on veut déployer des innovations, on intervient, nous, Framatome, coup de cash, chez des clients. Et donc, il faut qu'on puisse avoir accès à du réseau, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Donc, le CNPE de Paluel, et notamment le service télécom et SI, a été impliqué dans le design du système. Ça a fait l'objet de réunions de validation. On a dû mettre en place aussi des processus nouveaux, parce qu'il y a une petite subtilité, c'est que non seulement on a partagé le procédé et les écrans de procédé à distance, mais c'est surtout que on a utilisé une fonctionnalité de Teams qui fait souvent peur, c'est que les ingénieurs experts américains ont pu piloter le PC sur lequel le process tournait depuis chez eux en Virginie, à 6000 km. Donc typiquement, on a dû mettre en place des processus nouveaux, à savoir qu'il y a un personnel de chez nous en permanence qui soit derrière le PC en cas de bug, en cas de défaut, pour continuer à assurer la continuité du process. Et pour nous, derrière, c'est aussi nos équipes qui ont été durement impactées avec celle de notre client, hein, la surveillance qui nous a bien aidé à déployer le système, parce que c'était une tête de série pour nous, en plus avec le cas du confinement. On va passer une vidéo parce que je pense que la vidéo vaut mieux qu'un long discours, où on a pu filmer quelques prises de vue qui ont été faites et enregistrées pendant le procédé et pendant le déploiement du matériel.
Voilà, Guillaume, tu as fini? Voilà, j'ai fini. Après, Il commence à y avoir des questions, donc on prendra les questions à la fin. Mais bon, allez-y, posez vos questions et votez. Merci beaucoup, Guillaume. Il y a pas mal de questions déjà qui arrivent sur ta présentation, donc certains que je reconnais. moi aussi. Donc, Sophie, je te passe la parole. Donc, enjeu des management, ce que je voulais vous dire, si j'ai oublié de le dire au début, c'est qu'à chacun, j'ai posé 3 questions. La première, c'était quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, quelles sont les solutions que vous avez mises en œuvre et qu'est-ce que vous allez garder après la crise. Merci. Merci Valérie. Alors, moi, je vais vous parler de transformation managériale. Parce que c'est ce qui permet de comprendre le contexte, la globalité de la solution que nous avons mis en place chez Orano pendant le confinement. Et puis, parce que la transformation managériale, elle est au cœur des missions de l'école du management qui a été créée il y a un peu moins de 3 ans chez Orano. Alors, simplement, il faut comprendre dans ce confinement, je ne vais pas revenir sur ce que nous avons vécu collectivement, individuellement, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intellectuel, voire moral, pour certains d'entre nous. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'idée, c'est quand même de se remémorer et de se dire, en tout cas, chez Orano et pour l'école du management, que la transformation managériale avait débuté bien avant le confinement. Heureusement, d'ailleurs, on n'avait pas attendu le confinement pour se dire, tiens, il y a besoin d'accompagner notre corps managérial. Et quand nous avons créé l'école du management, il y a à peu près 3 ans maintenant, nous nous étions fixés comme objectif de conduire ce portage de la transformation managériale et de la conduite du changement de façon plus globale. Pourquoi? Parce que simplement, et vous le voyez à l'écran, dans un monde qui aujourd'hui est sans cesse en mutation, en mouvement, parce que c'est bien de ça dont on parle, avec des évolutions très structurantes dans tous les domaines, le collaboratif, le lieu et le travail. Nous étions passés, nous, chez Orano, au niveau du siège en flex office, bien avant, à peu près 1 an avant le confinement. D'un point de vue technologique et puis d'un point de vue contrat de travail, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a un grand nombre d'entreprises aux États-Unis, mais ça vient aussi beaucoup en France, qui font de plus en plus appel à des contrats de freelance. Les contrats de freelance, pourquoi? Parce que c'est plus flexible, c'est plus simple, c'est plus facile, c'est moins engageant, c'est moins coûteux. Et tout ça, finalement, fait que à l'époque, il y a quelques décennies, on parlait de contrats de travail très classiques. D'ailleurs, la génération, rappelons-nous, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qui ont travaillé pendant 30 ans, 40 ans dans la même entreprise et qui avaient connu les mêmes équipes et les mêmes chefs pendant toute une carrière. Aujourd'hui, ça n'est plus ça. Alors, ce contexte du monde de travail qui était en évolution, c'est un contexte qu'on appelle le monde VUCA. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. VUCA, c'est un concept qui vient c'est un acronyme qui vient de l'armée américaine et qui veut dire volatile, incertain, complexe, ambigu, VUCA en anglais. Et finalement, ce terme, il décrit le monde dans lequel nous évoluerons et dans lequel les managers évoluent particulièrement en entreprise. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monde VUCA, chez Orano, nous avions commencé à mettre en place un vaste chantier managérial avec une grande palette de formations, d'accompagnement, de coaching, de toutes sortes de modes d'apprentissage. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quand vous êtes dans un monde VUCA, il faut essayer de s'adapter à la fois sur les organisations, à la fois sur les modes de travail, sur l'agilité, ça veut dire simplifier des procédures, ne plus perdre de temps, ça veut dire être plus agile, ça veut dire savoir pivoter, comme disent nos amis de l'innovation. Pivoter, ça veut dire aussi changer de décision. Ça veut dire aussi, et ça c'est très important pour l'école du management, apprendre à développer l'intelligence collective. Et pour cela, on a des méthodes, on a des outils et un certain nombre de méthodologies
pour renforcer l'intelligence collective. Et puis, ça veut dire aussi faire du test and learn. Ça veut dire j'essaye, je fais un test, je réajuste. Tout ça dans tous les domaines. On n'est pas seulement en train de parler de technologie, hein, j'entends, bien évidemment. Donc, finalement, ce monde VUCA, on avait commencé à l'appréhender et pouf, qu'est-ce qui s'est passé? Le 12 mars, Emmanuel Macron nous dit ce serait bien que tout le monde se mette à télétravailler, à travailler à domicile. Et puis le 6 mars, tout le monde lui obéit. Voilà. Et donc, on se retrouve dans un monde où finalement, dans ce monde-là, VUCA, les managers qui avaient commencé à appréhender ce monde, mais de façon un petit peu progressive, se trouvent tout d'un coup poussés dans leur retranchement. Chez Orano, finalement, cette crise a mis en exergue la nécessité des attendus de la part des managers. Alors chez nous, on a chez Framato, mais dans la majorité des entreprises, hein, vous avez un modèle du leadership, un référentiel du management. Bon, chez nous, on a 10 comportements managériaux que nous avons déployés, puisque nous les avons mis en place il y a 4-5 ans, et qui sont déployés régulièrement et qui sont la base du référentiel de management. Et en face, vous avez les compétences attendues. Alors, ces compétences attendues, vous le voyez, finalement, on était à peu près sur les basiques et les fondamentaux du management. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand la crise est arrivée, tout ça a été complètement exacerbé. Et là où nous avions accompagné des managers à mieux décrypter la gestion des paradoxes, par exemple, quand on s'est retrouvés tous confinés à prendre des décisions, à gérer des équipes à distance avec un isolement très soudain, très brutal, tout ça a été finalement mis en exergue et mis en lumière. Et alors, nous avions formé 1200 managers dans le monde et c'était plutôt un atout pour nous parce que cette période a permis de capitaliser sur ce qui avait été déployé dans ces formations à l'école du management. Alors, on a en fait observé 2 types de populations et c'est vrai que là, vous avez à l'écran des photos de notre siège, hein, du Flex Office. Vous avez 2 populations qui ont émergé, hein, et là, je ne parle pas que des managers. La population du siège ou des travailleurs, je dirais, dans le tertiaire, qui étaient finalement plutôt bien préparés au télétravail et au travail à distance. Et puis, vous avez les autres et toute la population qui sont restés sur site et qui finalement n'ont pas été beaucoup en télétravail. Bon, chez nous, chez Orano, c'était à peu près un tiers. Hein. Donc, un tiers de gens en télétravail, de salariés en activité partielle et puis de salariés classiquement, enfin, dans nos usines, hein, c'est 90% des gens qui sont restés évidemment sur site. Alors, ce qui est intéressant dans ce que nous, on a mis en place, c'est de regarder, c'est de le remettre en perspective par rapport au chantier que nous avions déjà lancé. Et de dire, finalement, le shift qu'on avait commencé à opérer et qui a été complètement exacerbé, mes coefficients puissance 10, hein, en l'espace de ces quelques semaines, ce shift, c'est un shift qui a fait pour objectif de finalement transformer la culture managériale dans une maison un peu technique, hein, on va se le dire, on est tous ensemble dans la même industrie, donc une industrie à dimension, avec une culture technique et d'experts, Guillaume en fait partie, qui sont une vraie culture très forte d'expertise technique. Et c'est un atout, évidemment. Et à cet atout d'expertise technique, il nous fallait ajouter une compréhension pour les managers et un décryptage, une capacité à décrypter leur écosystème, leur environnement, et opérer un shift, non pas du tout en opposition, hein, mais en complémentarité, d'un mode de management plutôt vertical, top-down, assez classique, voire pyramidal, hein, disons-le, à un mode de management plus transverse, alors sans aller vers du management agile, parce que nous ne sommes pas Spotify ou d'autres entreprises, et nous ne le serons jamais, ça n'est pas l'idée, mais d'aller peut-être vers des modes de management un peu plus transverses et davantage agiles, moins pyramidal, et en tout cas de se dire finalement pour les managers ce qui était important c'était la capacité à faire ce shift-là. Et on l'a bien vu, c'est exactement ce qui s'est passé pendant le confinement. C'est-à-dire que ceux qui avaient été enclins et plutôt avec une appétence, parce qu'on le voit hein, dans les typologies de managers,
ceux qui avaient vraiment cette appétence pour un mode d'animation plutôt que de gestion, hein, que la tentation naturelle pourrait être de revenir au control and command, même s'il la faut évidemment, mais il faut être capable de shifter dans tous ces modes-là. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, quand on manage à distance, et l'école du management a mis en place un grand nombre de formations, et là, on est en train de lancer un chantier sur le management à distance. Quand on manage à distance, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire le mode de communication est différent. Il faut parler plus court, plus fréquemment. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail du management à distance. Je vous invite à venir suivre nos formations si vous en avez envie. Mais l'idée, vraiment, c'est de se dire comment on est capable, en tant que manager, d'avoir cette aptitude en fonction des moments, des environnements et des missions. Alors, pour en venir à la solution, ce que nous avons fait à l'école du management, c'est qu'on avait cette sensation terrible que ne pouvant plus organiser de formation et faire venir les gens de partout dans le monde, nous allions rentrer dans une espèce de vide intersidéral et qui faisait que finalement, il nous fallait donner du sens à notre mission. Et notre mission, c'était quoi? C'était d'épauler les managers. Alors, nous avons mis en place un programme qui avait pour objectif donc d'épauler les managers, de faire de la captation, de les écouter, du décryptage, de donner des clés de lecture nouvelles. Un programme innovant. Donc, l'idée n'est pas du tout de rentrer dans des réunions de business plan, puisque par ailleurs, c'était fait dans d'autres environnements, mais l'idée était de donner des clés de lecture différentes. La sociologie, la philosophie, toutes sortes de scientifiques, donc des témoins, des grands témoins, des intervenants, des cafés philo. Un programme donc entièrement digital, toutes les semaines, quasiment tous les jours, tous les soirs, avec un Yammer qui était une espèce de plateforme communautaire pour tous les managers qui étaient inscrits sur cette plateforme, qui pouvaient partager et se parler entre eux. Et du coup, cette espèce cette communauté était tout d'un coup recréée dans un moment de confinement de souffrance, hein. Enfin, il faut se le dire, les uns et les autres, nous ne sommes pas tous équipés de la même façon pour faire face à la crise, mais certains ont vécu des moments de souffrance, une perte de repères, une perte de cohésion. Et donc, un programme qui a permis pendant 11 semaines à nos managers à la fois de se retrouver dans des problématiques communes, avec un partage, je dirais, de problématiques et d'intelligence collective et de co-développement. La grande difficulté pour mettre en place ce programme a été le manque de temps, le manque de ressources, le manque les contraintes technologiques, voilà, et le manque de travailler dans l'inconnu, le manque de REX. Mais en même temps, je dirais, et j'en suis convaincue, alors c'est la raison pour laquelle je voulais partager avec vous quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a été interviewé dans Le Monde en avril, en plein confinement, qui était Edgar Morin, et qui parle du confinement et du fait que ça pourrait être un terreau pour déconfiner les esprits. Je trouve que c'est extrêmement bien dit. Et en tout cas, chez Orano, ça a été le cas. Ça a été le cas parce que cette crise a permis aux managers de s'autoriser un grand nombre de choses et d'être très créatifs et d'aller dans des modes de travail et d'organisation absolument innovants. Poussés dans leur retranchement, ils ont montré une vraie capacité d'innovation et puis surtout de mobilisation sur des objectifs communs. Voilà pourquoi je voulais partager avec vous cette interview que vous pourriez lire hein, d'Edgar Morin. Voilà pour le programme qui s'appelle d'ailleurs Orano Link. Merci beaucoup, Sophie. Donc, j'ai découvert la plateforme Klaxoon. J'ignorais l'existence. Oui. Pour animer et pour très bien, pour animer des ateliers et faire des partages entre pairs. Bon, ben, très bien. Alors, donc, on va passer à Thierry. Alors, donc, je vais vous prévenir qu'on a eu une connexion spécifique avec vous. Tout à fait, Valérie, nous nous connectons de façon spécifique avec Thierry.
Et du coup, selon votre navigateur, messieurs, dames, vous allez avoir normalement un petit pop-up avec marqué Click for Audio ou Nouveau flux audio. Il faut l'accepter. Et si vous n'entendez toujours pas Thierry, vous avez droit à une petite enceinte qui doit être barrée en bas à droite de l'écran. Et cliquez dessus pour pouvoir l'entendre. Allez-y Thierry, vous pouvez y aller. Merci Thomas. Voilà, donc l'agenda rapide de notre présentation. Je vais commencer par une présentation du groupe réel pour illustrer un peu les applications et les contraintes d'assistance technique qu'on a autour, les difficultés qu'on a rencontrées nous réels pendant la crise sanitaire, et enfin une description de la solution technique qu'on a mis en œuvre pour pallier à ces contraintes. Et puis on en tirera les enseignements avec le retour d'expérience, et puis qu'est-ce qu'on peut en faire vers le futur. L'entreprise réelle, c'est un groupe, une entreprise indépendante de plus de 2300 collaborateurs. C'est une entreprise internationale implantée sur 4 continents, comme pour ses clients. Nous sommes un constructeur de machines avec une réelle volonté de couvrir tous les cycles du produit, c'est-à-dire depuis l'ingénierie, la conception, jusqu'à la fabrication, la qualification, et puis le montage sur site, la mise en service, les évolutions, le maintien en conditions opérationnelles, et puis à la fin, le démantèlement. Le service, ça représente plus de 1000 personnes, donc pas loin de la moitié de l'effectif, et qui regroupe à la fois des gens en intervention sur site, près des machines, mais aussi, on en a parlé dans les précédentes présentations, un niveau d'expertise qui accompagne, qui vient plutôt du bureau d'études, mais qui accompagne les gens sur le site. Nos secteurs d'activité, bon, les voilà, on intervient en aéronautique, aluminium, défense, hydroénergie, industrie, nucléaire offshore, tous des industries avec des contraintes et des exigences particulières. Pour bien illustrer le sujet de l'assistance technique à distance, j'ai fait un zoom sur quelques applications de réel. La première en aéronautique, et tout ça pour essayer de bien vous faire comprendre les exigences que l'on a autour qui justifient le bon niveau d'assistance technique. Donc là, on est sur une application aéronautique où nous sommes intégrateurs de chaînes d'assemblage. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cahier des charges, il est composé de la sorte. On nous donne une partie de l'avion, ici c'est le fuselage, une liste d'opérations à faire, et puis un temps donné pour faire ces opérations. Et c'est à nous de concevoir les machines qui vont permettre de réaliser toutes les opérations, et puis les paramètres des machines qui vont permettre d'arriver à la performance. Je doutais que là, si on a la moindre panne sur une machine, c'est toute la performance de la chaîne qui est impactée, et donc il faut intervenir très vite. Une deuxième application concerne l'aluminium. On fabrique des machines de service, de cuves, d'électrolyse. Ce sont des machines qui viennent changer ici, là, sur les fours, les anodes qui interviennent dans le process de fabrication de l'aluminium. Alors là, ce sont des applications particulières, parce que ce sont des ponts qui fonctionnent 24 heures sur 24, dans un contexte extrêmement difficile, avec des températures très élevées, puis un champ magnétique très très important, parce que pour fabriquer l'aluminium, il faut faire passer quelques kiloampères dans l'anode sous faible tension, donc il y a un champ magnétique très important. Et là aussi, on peut imaginer que si on a une défaillance sur la machine, c'est tout le process de fabrication qui s'arrête, et donc une certaine pression qui vient de la condition. Et puis la dernière application pour illustrer toujours le même propos d'assistance technique, là c'est dans l'offshore, on fabrique des grandes tours de dépose de pipes en profondeur, type rigide ou flexible. Ce sont des tours qui font à peu près 50 mètres de haut et à peu près 1000 tonnes de ferraille. On voit ici les bobines de pipe. Bon, le bateau, quand il part en mer, il est censé déposer ses pipes en profondeur. C'est une machine complexe. La moindre panne, on interrompt complètement la mission, et ça peut aller jusqu'au retour du bateau sur le port, ce qui devient très vite catastrophique. Alors, le point commun entre toutes ces activités, c'est que ce sont des machines complexes dans des milieux porteurs de risques industriels importants, et on l'a bien vu que dès l'instant où nos équipements étaient en panne, c'est l'activité du client qui est fortement impactée, voire carrément stoppée. Donc, autant que la sécurité des personnes et la sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire la sûreté du bien confié, la disponibilité de ces machines est une exigence forte exprimée par nos clients. Et donc, Réal doit être en permanence capable de mobiliser sur site les meilleures ressources et compétences pour dépanner et retourner très vite à une situation nominale d'exploitation.
Alors, les ressources qu'on envoie sur site, eh ben, elles sont de deux natures. Il y a les intervenants, les techniciens d'intervention qui sont installés sur le site, qui vont faire des machines, qui connaissent bien le fonctionnement normal des machines et puis l'environnement. Et puis, il y a aussi, on l'a dit tout à l'heure, les experts qui doivent apporter le soutien technique. Et puis, surtout, dans les cas les plus urgents, où là, la machine est carrément bloquée, bloque le processus, eh ben, il faut tout de suite que l'expert puisse venir. Alors, qu'est-ce qu'on a eu et qu'est-ce qu'on a rencontré pendant le confinement imposé par la crise sanitaire? Eh ben, on va déjà dire ce qui n'a pas changé, c'est que pour la plupart de nos clients, il y a eu maintien de la majorité des productions et avec des cadences certes réduites, mais on va dire avec des exigences de disponibilité qui pour nous ne changeaient pas. Hein. Ça veut dire que nos capacités d'intervention, le niveau d'intervention étaient maintenus. Dans le même temps, il y a eu restriction d'accès sur les sites et ça s'est traduit en accord avec les clients avec un minimum de personnes présentes sur les sites, ça veut dire un minimum de techniciens d'intervention. On ne parle pas des experts, c'est-à-dire que les experts ne pouvaient pas aller sur place et donc si on avait une situation d'urgence, il fallait plutôt autrement. Donc on a dû réfléchir à mettre en œuvre une solution technique pour assurer les assistances techniques avec le peu de personnes qu'on avait sur site et puis les experts qui étaient en bureau d'études à quelques milliers de kilomètres, souvent de l'application. Alors, la solution technique que l'on a retenue, c'est la suivante et qu'on a mis au point. C'est un système d'assistance technique à distance composé d'un casque de sécurité et équipé des outils visioconférence qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire la caméra, le micro, les écouteurs et puis un petit écran de visualisation. On a un logiciel embarqué là qui manage tous ces équipements. Et puis, le but, c'est d'équiper les gens qui sont sur site, proches de la machine, avec cette pratique. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, on a d'abord l'expert qui est au bureau d'études, qui a, lui, un logiciel visio, type Teams, et grâce à lui, je peux communiquer avec lui aujourd'hui. Il est au bureau d'études et il peut, via une communication sécurisée, voir, entendre et tout ce que le technicien voit sur place. Donc il y a un lien direct entre ce que le technicien voit, entend et fait sur le site et le responsable ou l'expert au niveau du bureau d'études. La communication, elle est dans les deux sens et elle est supportée par des technologies soit Wi-Fi 4G qui permet de couvrir l'ensemble de nos applications, on l'a dit tout à l'heure, sur les 4 continents. Par exemple, on a essayé ce système au Qatar et ça a très bien fonctionné. Donc l'expert, à tout moment, il peut demander au technicien d'intervention d'aller sur un endroit spécifique de la machine. Donc le technicien d'intervention, il devient les yeux, les oreilles de l'expert qui n'est pas sur place. Donc il peut lui demander d'aller voir le moteur, d'aller voir l'armoire, d'aller voir une caisse mécanique particulière. Et puis l'avantage, c'est que l'expert, lui, il est au bureau d'études. Donc il a à côté de lui toute la documentation de conception des machines. Et puis aussi, il a l'avis d'autres experts pour faire du retour d'expérience. Donc tiens, j'ai tel problème, partageons et puis essayons de trouver. Et donc, avec ça, on a une optimisation pour essayer de diagnostiquer et résoudre le problème de la panne le plus rapidement possible. On l'a qualifié en aéronautique sur des applications simples, mais surtout en aluminium, parce que ça, sont les équipements qui sont répartis à travers le monde, donc ça a permis de tester la distance. Ça a permis aussi, parce que l'aluminium, on va dire, et j'en parlerai un petit peu plus tard, est un peu moins exigeant en termes de cybersécurité et d'échange sur ces principes. Donc, je détaillerai ça. Alors, quels Alors, nous avons une petite perte de connexion avec Thierry qui reprend. Je reprends sur le thème du retour d'expérience et des enseignements de l'utilisation de ce produit. Avec ça, avec cet outil, on a pu maintenir une assistance technique de bon niveau pendant la période du confinement, permettant à tout moment,
même dans les cas les plus simples, à l'expert de venir apporter son soutien à la personne d'intervention. Tout cela sans déplacement, sans perte de temps sur les sites, sans perte de temps d'accès sur les sites. Et donc, de ce fait, une réduction des émissions CO2, puisqu'on n'a pas fait de voyage, on est allé dans le bon sens pour en ce qui concerne les émissions CO2. Et puis, grâce à ce système, ce qu'on peut dire, c'est que l'expert, il est rendu plus disponible. Puisqu'on vient de le dire, il ne perd plus de temps dans les aéroports, il ne perd plus de temps pour les accès sur les sites. Il devient disponible pour à la fois les cas. Et nous avons de nouveau une perte de Thierry. Il y a même eu... Je disais que l'expert, avec ce système, est rendu bien plus disponible qu'avant parce qu'il ne perd plus son temps dans les aéroports ou pour les accès sur les sites. Il a en plus à disposition tout un tas de documentation, de retour d'expérience avec les autres experts, ce qui fait gagner du temps dans la réparation de la panne. Et à la fin, on répare plus vite, ça veut dire qu'on tient les objectifs de disponibilité. Et puis, l'enseignement aussi, c'est qu'on a réussi à démontrer ça dans des environnements, on l'a dit, testé en aluminium avec haute température et champ magnétique. Ça veut dire que ça fonctionne avec des environnements très sévères. Alors, une fois qu'on a fait le retour d'expérience, qu'est-ce qu'on peut dire sur le futur? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le futur? Eh bien, pour Réel, on associe très facilement ce système avec tout ce que l'on travaille en ce moment sur la réflexion autour des concepts de l'usine du futur ou de l'industrie 4.0. Donc, dans notre idée, c'est d'instrumenter les machines, soit par des capteurs additionnels pour aller mesurer du courant, de la vibration, de la température, soit en récupérant les données qu'on a déjà à disposition sur la machine, puisqu'elles sont toutes automatiques, elles ont des automates, on peut récupérer un tas d'informations qui nous indiquent la performance, l'état de vie, etc. Et le but, c'est de faire de la maintenance prédictive et d'aller comparer en permanence des paramètres, des indicateurs pertinents de la machine et comparer à une situation de référence nominale qui aura été établie quand on a mis en service la machine, et puis de comparer l'état nominal avec l'état qu'on mesure, et puis de détecter vraiment au plus tôt le début d'une dérive. Et puis, comme on est en lien avec la personne qui est en assistance sur site, c'est de lui dire, bah, dis donc, ces indicateurs-là qui arrivent sur le bureau d'expert, on est en train de voir une dérive, et en plus de réparer ou de l'objet de la sollicitation par de l'assistance, c'est lui dire, bah, tu iras voir aussi cette partie-là, parce qu'on est en train de voir quelque chose qui est en train de dériver. Et donc, de choisir le moment opportun pour faire la maintenance et d'impacter le moins possible la disponibilité du processus. Ça veut dire que c'est donner des indicateurs le plus clair possible à l'expert, en plus de ce que lui remonte l'intervenant sur pièce via ce système-là, pour optimiser la réparation, la maintenance et le maintien en condition opérationnelle de la machine. Et enfin, les évolutions futures, on a dit, on l'a utilisé à l'aéronautique un petit peu et à l'aluminium. Le but, c'est d'utiliser ça dans des milieux plus sensibles, puisque Réel fabrique en premier lieu les machines de chargement du combustible nucléaire dans le bâtiment. Et là, c'est une autre histoire, parce que c'est des industries un peu plus sensibles, notamment en termes de cybersécurité. Donc, ça pose deux problèmes. D'abord, l'accès aux données, en termes de droit d'accès, de propriété, et puis la protection des données. C'est-à-dire que là, avec ces systèmes-là, que ce soit la maintenance prédictive ou le casque, on est au cœur de la machine, on est en connexion avec aussi le réseau côté expert, et donc il faut adresser ce problème de cybersécurité. Alors, on y travaille, c'est vraiment un sujet qui est actif chez nous. On travaille sur des techniques, par exemple, de traitement dit analytique, c'est-à-dire que le flux de données qui est important, on essaye de créer des liens avec des corrélations entre les données de façon à détecter une anomalie dans la transmission des données et puis tout de suite de contrecarrer des cyberattaques. Donc le sujet de cybersécurité, si on veut aller un peu plus loin et si on veut l'appliquer au nucléaire, il va falloir le travailler pour que ces systèmes-là qui ont beaucoup d'avantages, on l'a vu, on puisse en faire bénéficier l'industrie nucléaire. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je remets mon son. Merci beaucoup tous les trois, c'était vraiment très intéressant. Je réponds tout de suite à une question qui est posée, qui est comment faut-il procéder pour revoir les webinaires enregistrés? Ils sont publiés sur la chaîne YouTube de la SFED. Voilà, donc YouTube SFED. Voilà.
Donc, un petit décalage de 24 heures, je crois, entre les équipes honnêtes. Alors, on va commencer les questions. Donc, en effet, tu parlais cybersécurité, Thierry. Donc, il y a en effet des tas de questions. Les deux premières questions sur l'aspect hacking, cybersécurité, très sensible. Alors, il y a même une question particulière sur la question de police d'assurance. Et est-ce que vous avez évalué le sujet? Donc, c'est une question pour Guillaume, avec EDF DPNT et EDF Assurance, et puis bien sûr, plus de la confidentialité des images et des infos. Alors, je me doutais que j'aurais ces questions. Sur le hacking cybersécurité et sur les polices d'assurance. Donc, en fait, c'est plutôt un sujet lié à la confidentialité des images, des infos et de ce qui a été filmé. Donc, bien évidemment, avant d'envoyer des images de l'autre côté des États-Unis, on s'est quand même un peu posé des questions sur qu'est-ce qu'on pouvait filmer et est-ce que ça nous mettait à risque. Voilà. Donc, déjà, je tiens à rassurer, le film que vous avez vu a fait l'objet d'une demande de publication. Sur les polices d'assurance, non, ça n'a pas été évoqué. Par contre, ça a fait l'objet de clauses contractuelles tripartites entre notre donneur d'ordre, nous, et notre partenaire. Parce que c'était important d'assurer au minimum un aspect contractuel sur la gestion des données qui pourraient être échangées, évaluées, et enregistrées. Sur la confidentialité des images et des infos, ça a été le même sujet, avec l'imposition en plus de pouvoir archiver tout ce qui a pu être enregistré, notamment au niveau des paramètres process de nettoyage. Donc, il y a eu des process contractuels et des process aussi sur le terrain, c'est-à-dire pour vous avez 4 semaines de nettoyage à assurer, c'est d'avoir une transmission au fil de l'eau des données partagées avec notre client sur la totalité des données. Après, est-ce que ça a été le risque a été évalué? C'est une réponse un peu plus globale à haut niveau, oui. Avant qu'on mette en œuvre ce système-là, je le rappelle, c'était la première semaine de confinement. Il y a un petit mémo qui a été partagé avec des managers de la DPNT pour lancer ou pas ce type d'opération qui allait être une première pour nous et une première pour le parc. Donc je n'étais pas à cette réunion-là où la décision a été prise, mais preuve en est, c'est qu'on l'a fait, donc c'est que les risques ont été évalués. Ok. Thierry, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet de la cybersécurité parce que tu en as parlé dans ta présentation? Donc, oui, effectivement, concernant la cybersécurité, comme je l'ai dit à la fin, et je vois, il y a vraiment un risque via ces systèmes de connexion de pouvoir rentrer sur le cœur de la machine et de faire des malfaçons. Alors, il y a des techniques qui sont à la fois au niveau de la conception et qui permettent, via des techniques de programmation, déjà d'écarter un risque de malfaçon, mais surtout aussi, il faut se dire que les parties sécurité des machines ne rentreront jamais dans ce cadre de communication vers l'extérieur. Là, on est vraiment sur des parties de contrôle des machines. Tout ce qui traite de la sécurité est traité par un système annexe complètement indépendant et qui pour nous, ne sera jamais en lien avec ces sujets-là. On ne s'intéresse qu'à la partie fonctionnelle, ça veut dire que même dans le pire des cas, il y aura toujours la première barrière de sécurité qui viendra agir. Autre question, question à la fois pour Guillaume et puis pour tous en fait. Est-ce que vous avez déjà identifié donc, des cas d'usage hors période de crise sur lesquels vous allez commencer à utiliser la solution? Je vais commencer. On a eu l'occasion pas que sur cette opération-là, de faire du déploiement, sur d'autres types d'opérations. Et oui, aujourd'hui, si on veut améliorer un petit peu ou diminuer le temps métal de nos opérations, ce type de solution, on voit qu'elle permet de s'affranchir de tout un tas de perte de temps, ne serait-ce que d'envoyer des constats ou des images beaucoup plus rapidement en cas d'aléa à nos donneurs d'ordre, de les faire valider. Voilà, et donc on travaille aussi pour le parc français, on travaille aujourd'hui avec les services télécoms du parc je désactive le muet Attends 2 petites secondes Thierry, parce qu'il y a Guillaume qui parle là, et on t'entend. Vas-y Guillaume.
voilà, justement de pousser ce type de cas d'usage sur, je vais pas dire n'importe quel type d'opération de maintenance, c'est pas des systèmes qu'on déploiera sur toutes les opérations de maintenance, mais ne serait-ce que sur des têtes de série ou sur des grosses opérations qui sont temporellement assez importantes, où on peut gagner en temps d'interface, on peut gagner en communication, soit en interne, soit avec des experts, soit avec nos clients. Il ne faut pas hésiter à déployer ce genre de solution-là. Après, dans le Covid, on a eu plein de cas en France et dans le monde où, avec les interdictions de vols internationaux, on n'a pas pu forcément envoyer des gens autant qu'on le souhaitait sur des arrêts. Donc, on sait que ça fonctionne. Maintenant, il faut transformer l'essai et industrialiser et sécuriser ce type de solution. Ok. Oui. Thierry, tu as entendu la question ou pas? Et donc nous, évidemment, pour tout ce qui est application après la période de confinement, eh bien, toutes nos applications, on va pouvoir utiliser ce système-là, puisque vu les avantages qu'on a détectés, il n'y a pas de raison de ne pas l'élargir au bémol près de discuter avec nos clients s'ils acceptent bien ce type de liaison et les risques associés. Sophie, est-ce que les systèmes qui ont été mis en place, en particulier via Meur, j'ai oublié Kroon, est-ce que tout ça s'est maintenu après la crise? Je ne vais pas faire de promo pour un outil en particulier, hein, bon, mais c'est fait. Yammer et Klaxoon, il y en a d'autres, hein, Mural, Miro, il y en a plein. L'idée, oui, clairement, oui. Hein, clairement, c'est de pérenniser. On avait déjà commencé, parce que moi, je suis convaincue que le co-développement, notamment la méthodologie du co-développement, qui est un outil d'intelligence collective et de problem solving, peut tout à fait s'adapter à nos problématiques managériales. Donc, je l'ai déjà beaucoup déployé à l'école du management et ça s'est avéré pendant le programme OranoLink. Donc, on poursuit le programme, là, on le poursuit jusqu'à la fin de l'année en élargissant un petit peu le champ des questions. Mais clairement, l'intelligence collective, le co-développement, le bara-coaching qu'on a mis en place, on a à peu près presque 50 heures de coaching qui ont été dispensées pour des managers qui, il y a finalement, avant le confinement, n'auraient pas osé faire appel à du coaching. Donc, ça a ouvert des chakras et on va clairement le pérenniser, oui, en termes d'outils et de méthodes. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai une question spécifique pour Guillaume. C'est quoi un CRUD? Je ne suis pas spécialiste. Moi, je suis expert sur la partie plutôt IT. C'est plutôt mes collègues du Fuel qui pourront en parler. Voilà. Je préfère pas dire de bêtises. Alors, Sophie, est-ce que le comportement des managers a sensiblement évolué une fois passé la période de confinement et les liens directs avec les salariés rétablis? Il y a une autre question, en fait. Ouais, c'est une bonne question, mais elle anticipe un peu sur ce qu'on va observer parce que c'est un peu tôt. Mais ce qu'on a constaté, ce qu'on a observé pendant le confinement, c'est que clairement, il y a une certaine typologie de managers qui a émergé avec, contre toute attente, des managers dont on n'aurait pas pensé qu'ils allaient finalement sortir du lot, prendre la crise, adresser la crise à bras-le-corps et qui ont vraiment adressé les sujets avec beaucoup de courage et parfois de brio. Et on les identifie, on les a identifiés, on sait les reconnaître. A contrario, il y a une population qui était un petit peu plus en souffrance, mais globalement, ce qu'on a constaté, c'est que les managers avaient une proportion à être un peu plus dans l'empathie, pour ceux qui ne l'étaient moins que les autres, en tout cas, davantage de bienveillance, d'écoute active, d'empathie et donc de relations avec les équipes. Le management de proximité est probablement la catégorie des managers qui a le plus bénéficié de cette période. Alors, c'est un peu tôt pour répondre à la question sur est-ce que effectivement les comportements ont changé. Ce qu'on peut dire, c'est que
à l'issue du confinement, nous avons lancé des ateliers, nous avons conduit des ateliers de sortie de confinement auprès de plusieurs centaines de managers. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons demandé aux managers de conduire pendant 1 heure à 2 heures, avec une méthodologie qu'on leur proposait, des ateliers d'expression, en quelque sorte, de libération de la parole. Ce qui est remonté les informations qui nous sont remontées de ces ateliers, c'est que beaucoup d'attentes pour pérenniser ce qui a été mis en place, les pratiques qui ont été mises en place, de nouveaux rituels qui ont été mis en place pendant le confinement, et puis clairement des comportements attendus différents. Voilà. Avec, encore une fois, plus de bienveillance, davantage d'empathie. Nous avions mené une étude sur l'impact psychosocial pendant le confinement et observé qu'il y avait à peu près 10% des salariés en situation de mal-être dû à des pratiques managériales inappropriées. Alors, ça peut paraître beaucoup, en réalité, ce n'est pas un chiffre très élevé, mais néanmoins, ça méritait qu'on se pose la question du pourquoi de ces pratiques. On a vu des managers faire du micromanagement, appeler tous les jours leurs équipes et vérifier qu'ils étaient connectés sur Skype. Voilà. Et à contrario, nous avons vu des managers vraiment se révéler dans la crise. Alors Nathan, anticipé un peu la question d'après qui était quels ont été les plus gros problèmes remontés par les managers avec le télétravail? Tu veux rajouter quelque chose? Oui. Les plus gros problèmes, je dirais, globalement, les trois sujets qui ressortent, c'est le sujet de la cohésion. Comment maintenir la cohésion d'équipe à distance, hein. Vous ne voyez pas vos collaborateurs, vous ne pouvez pas décrire ni visuellement ni physiquement le relationnel. Donc la cohésion d'équipe, la question de la confiance, va avec la question de l'autonomie et de la délégation. C'est-à-dire comment je fais confiance à mon équipe quand je ne vois pas mes collaborateurs, je ne les ai pas sous la main, je ne peux pas, l'informel disparaît. C'est-à-dire, et nous, Français, on en est plutôt friands, la discussion un peu stratégique au coin du café, on aime bien. Voilà, tout ça a disparu. Comment, avec spontanéité, j'appelle un tel pour parler d'un sujet, ça, je ne peux plus. Tout est formalisé, structuré, anticipé. Ça change totalement le cadre du relationnel et de la communication. Donc oui, délégation, autonomie, c'est-à-dire il faut que je fasse monter mes équipes en autonomie. Ça, c'est absolument indispensable pour le management à distance. Sinon, on se retrouve dans le micromanagement. Merci beaucoup. Alors, une question pour Thierry, assez pratique. Est-ce que la solution réelle est une solution sur étagère ou est-ce que ça a été développé par vos soins? On sent qu'il y a quelqu'un qui a envie d'acheter la solution. On a fait, on a un peu customisé le soft qui est intégré au casque pour manager les outils visio, la caméra, micro, etc. Mais sinon, vous pouvez trouver l'ensemble de ce matériel disponible sur le marché. Et de l'autre côté, un système de visio type Teams fait très bien l'affaire aussi. On a une volontaire pour répondre à la question sur le CRUD, je ne sais pas comment on dit. C'est un dépôt de produits de corrosion sur le combustible qui va gérer le transfert de chaleur, voire endommager le combustible. Donc en effet, c'était tout à fait utile de pouvoir intervenir. Alors du coup, Clarisse, qui a répondu à la question, c'est la prochaine question. Est-ce que les managers ont fait remonter la découverte de traits de personnalité de leurs collaborateurs qu'ils n'avaient pas remarqué auparavant? Par exemple, est-ce que certains plutôt discrets ont davantage exprimé leur opinion, donné des idées? Oui. Alors, c'est une question intéressante parce qu'elle traite du manager, mais elle traite aussi du collaborateur. C'est-à-dire comment la transformation s'opère sur les deux populations. Pour que le manager
se transforme, si je peux m'exprimer ainsi, on doit tous se transformer, mais pour que l'on adopte des postures managériales appropriées, il faut évidemment qu'en face, le collaborateur soit réceptif et participe à cette évolution-là. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait circulaire. Et effectivement, dans cette transformation, nous avons observé, nous avons identifié un certain nombre de salariés qui se sont exprimés. Alors, on a, chez Orano, pendant cette période, on a continué à mener un grand nombre de chantiers stratégiques que nous avions lancés. Et finalement, tous les ateliers qui étaient censés être conduits en présentiel ont été conduits par Skype à distance. Et on s'est aperçu que finalement, les managers comme les salariés ont joué tout à fait le jeu et parfois ont même été beaucoup plus prolixes. Donc, oui, en trait de personnalité, là où, si vous voulez, face à une assemblée de 10 ou 20 personnes, ça peut être parfois compliqué pour un collaborateur. Face à son écran, paradoxalement, il peut apprendre à s'exprimer plus facilement. Il a moins de contraintes. Du coup, ça a transformé l'interface relationnelle au sein même de l'équipe. Donc, oui, tout à fait. C'est le challenge pour nous de pouvoir pérenniser ça après le Covid. Donc, la question sur les webinaires enregistrés, je le redis, si on a déjà 7 d'enregistrés, 8 avec ce soir, ça sera sur la chaîne YouTube de la SFEN. Encore une question pour Sophie, mais bon, je pense que vous pouvez peut-être tous répondre à cette question dans vos entreprises. Est-ce que la crise sanitaire va-t-elle modifier durablement les modalités de management au sein d'Orano et est-ce qu'elle a changé les attentes des salariés? Ah oui, clairement. Alors, elle a changé les attentes des salariés, clairement. Hein. Je pense que ça, dans toutes les entreprises, le corps social est en attente davantage de télétravail. Alors, moi, j'aime mieux parler de travail à distance. Hein. Mais clairement, il y aura un avant et un après pour les salariés. Alors, les salariés vont pousser les entreprises dans leur retranchement et on va tous globalement travailler sur la question adresser la question du télétravail, alors plus ou moins en fonction des entreprises. Chez Orano, si vous voulez, au siège où on avait 40% des salariés qui étaient déjà en télétravail 2 jours par semaine, évidemment, pour eux, le chemin est moins grand à parcourir. Mais pour les salariés qui sont sur site industriel, il y a une vraie attente d'aller vers davantage de télétravail. Donc, oui, ça change les attentes. Oui, il faudra que l'entreprise et Orano, puisque je parle au nom de l'école du management, écoute ces attentes, ne pourra pas forcément répondre à toutes ces attentes, mais en tout cas les prennent en compte. Et oui, les comportements devront changer. Et à l'école du management, si vous voulez, pour moi, je pense, alors peut-être aussi, d'ailleurs chez Atom ou à la SFEN, chez toi Valérie, mais clairement, je pense que dans les organisations, il y aura un avant et un après, avec le challenge que l'on a en commun de pérenniser les meilleures pratiques, déjà de les avoir identifiées, ensuite de savoir les pérenniser, ça paraît facile, mais ça ne l'est pas. De répondre aux attentes du corps social, on ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas tout transformer, et puis ensuite de s'équiper pour atteindre ces objectifs. Donc il y a quand même de gros challenges sociétaux pour répondre à des nouvelles attentes. Notamment, on voit bien que les entreprises aujourd'hui adressent la question de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale. Hein. Et tout ça est intimement relié. Merci beaucoup, Sophie. Alors, une question assez précise, je pense, pour Guillaume, c'est est-ce que la vision HoloLens, est-ce que c'est la vision HoloLens que l'on a vue avec les incrustations? Oui. Voilà, et une dernière question qui est encore sur la cybersécurité, avec le risque de hackers malveillants. Mais bon, je pense qu'on a répondu à cette question. Merci beaucoup. Ben voilà,
Eh ben, on a fini, on a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. Et puis, je voudrais faire de la pub pour la dernière session demain, qui donc se déroulera à midi, enfin à 13 h, et qui sera de nouveau une session sur la robustesse de la supply chain. Et donc, on aura EDF qui sera là, et on aura aussi une intervention comme aujourd'hui d'une autre industrie, puisqu'on verra en quoi l'utilisation de l'impression 3D par le CA a permis justement d'apporter des solutions à des pièces manquantes pour le domaine de la santé. Voilà, donc c'est peut-être aussi quelque chose qu'on pourra développer dans le nucléaire. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.